Lancement ce mardi à Koulouba du programme national d'éducation aux valeurs par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le document de 180 pages comprend 11 axes stratégiques relatifs à la promotion d'un enseignement moral et patriotique pour une école malienne plus compétente. Approvisionnement du marché en sucre et en denrées de première nécessité. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré les membres de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali pour faire le bilan de l'opération Ramadan 2024. Les 25 000 tonnes de sucre ont largement couvert les besoins des consommateurs pendant le mois de Ramadan. Une cinquantaine de professionnels des médias s'approprient le contenu de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est à la faveur d'une rencontre de 3 jours dont les travaux ont démarré ce matin. Les participants vont bénéficier de l'expertise des spécialistes en la matière et seront des relais auprès des communautés. Nous nous intéressons ce soir à un acte judiciaire qu'on entend très souvent par voie de presse, le mandat. Il existe plusieurs types comme le mandat d'amener, le mandat d'arrêt de dépôt. Que signifie-t-il dans la chronique judiciaire? Garibou Pérou nous livrera quelques éléments de réponse. Bienvenue dans ce 20h. Bonsoir. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a lancé ce matin le programme national d'éducation aux valeurs. Le document de 280 pages finalisé lui a été remis par le comité commis à la tâche par le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Il contient 11 axes stratégiques relatifs à la promotion d'un enseignement moral et patriotique pour une école malienne plus compétente. Sira Bachili était à Koulouba, suivant son reportage. Le rétroviseur pour se ressourcer et aller à la vraie refondation, c'est le programme national d'éducation aux valeurs, un document de 280 pages qui détaille les fondements d'une société basée sur nos valeurs d'antan, clés de la refondation. L'expertise de 15 spécialistes est ainsi officiellement remise au président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour servir le Mali. Des repères compilés dont l'élaboration a nécessité le recueil d'avis des populations à la base. De fait, nous étions tous très tristes de voir notre pays s'enfoncer dans un abîme depuis une dizaine d'années, et ce, du fait de la perte continue en grande partie de nos valeurs, de nos repères, entraînant des dérives comportementales de tout genre et de tous ordres. Nous nous sommes donc mis à la tâche avec passion et engagement patriotique, considérant que nous étions investis d'une mission sacrée, celle de contribuer à la restauration de nos valeurs de société, socle de notre conscience identitaire et ferment de notre conscience historique. Le document est riche de 11 axes stratégiques qui attirent l'attention des pouvoirs publics sur certains préalables indispensables à l'éducation aux valeurs. Et cela commence par la reprise de l'enfant en famille avec une autorité parentale saine et viable, la promotion d'un enseignement civique, moral et patriotique calibré par cycle. Une nouvelle école malienne plus confiante. Ces experts sont convaincus que tout savoir commence par se connaître soi-même. Travaillons sur la base de qui nous sommes, de ce que nous avons été et ce à quoi nous aspirons. Mais je ne connais rien de moi-même, je ne me soucie pas de nos valeurs, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme référentiel pour l'ancrage. Travailler dans le sens du bien collectif. Il y a mal d'enfant, il y a douba dende, ni ma doke gadou et ma doke ala été mal dé. La réussite personnelle, c'est bien. Familiale, c'est bien. Mais ni nana jamana qu'on été mal dé. Ce programme est l'expression de l'intelligence collective malienne, dira le ministre en charge de la refondation de l'État, qui a été épaulé par d'autres départements dans l'exécution de cette tâche. Pour lui, la refondation commence par le secteur de l'éducation avec des réformes majeures dans les programmes de formation. Aujourd'hui, notre système d'éducation doit remettre l'Africain au centre de son histoire et lui enseigner ses valeurs pour qu'il puisse progresser et s'épanouir en harmonie avec lui-même et son environnement. Nos valeurs, en tant que constituants vitaux de la culture, doivent nécessairement être mises en scène pour la revitalisation morale et la dignité retrouvée de notre peuple. Au demeurant, la sphère d'implémentation du PNEV
se ramène à 4 niveaux, à savoir la famille, l'école, la société dans toutes ses dimensions humaines et professionnelles et l'administration d'État, y compris nos forces de défense et de sécurité. C'est dire que personne ne sera hors du champ d'application. Les valeurs ancestrales sont des modèles sûrs et des repères pour conduire à bon port le bateau Mali-Kura, avec des objectifs mettant l'éducation en tête comme locomotive du système. Une conviction présidentielle qui vise à satisfaire les doléances du peuple. La consécration d'un programme national d'éducation aux valeurs constitue un symbole fort et traduit notre profonde aspiration commune de comprendre les enjeux du moment à l'aune de nos valeurs, fondement de notre identité afin de mieux concevoir notre devenir. C'est cette ambition qui nous inspire et ne cesse de façonner notre vision pour le Mali, car le destin de chaque peuple se forge à l'image des idéaux de ses leaders et de ses citoyens, de leur capacité et de leur volonté de se promouvoir de manière libre et souveraine. Plus qu'un simple concept, les valeurs constituent le fondement de la créativité d'une nation, de sa capacité de résilience et d'ouverture au changement. En cela, elles sont déterminantes dans tout processus de transformation sociale ou même de refondation. Notre histoire millénaire s'est confortée autour de nos traditions, dont l'enseignement s'est perpétué au fil des siècles. Le programme national d'éducation aux valeurs, dont le lancement nous réunit en ce moment, constitue un retour aux sources sans lesquelles il serait difficile d'envisager un avenir radieux pour notre pays dans sa quête légitime de souveraineté. Et le président de la transition, colonel Assimi Goïta, de poursuivre sur l'importance de ce programme qui concrétise les réformes engagées, réformes si chères au Mali et voulues par les Assises nationales de la refondation. Bien qu'étant une initiative des autorités de la transition, le programme national d'enseignement aux valeurs fut largement recommandé par les Assises nationales de la refondation suite à un examen approfondi de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Toute chose qui explique la détermination des Maliens à recourir à nos valeurs sociétales pour bâtir un Mali nouveau, le Mali-Kura. Dans une inclusivité totale, toutes les couches socio-professionnelles ont été consultées dans le cadre de la recherche des solutions face à la déperdition de nos mœurs et valeurs. Il nous incombe de réserver une place de choix à nos langues nationales, désormais langue officielle du Mali, pour mener les actions en cours et celles à venir dans le cadre de l'éducation aux valeurs. Et cela est d'autant plus incontournable que la langue est le premier repère des valeurs. En conséquence, j'engage le gouvernement à œuvrer davantage pour que l'ensemble des Maliennes et des Maliens comprennent que le rayonnement de notre nation est intimement lié à l'importance que nous accorderons à nos valeurs sociétales, humaines et culturelles. Le président de la transition dit constater avec satisfaction les efforts consentis par le comité d'experts et toute l'équipe gouvernementale et l'inclusivité de la démarche pour l'élaboration de ce programme. Il a rendu hommage à Feu Adama Samasekou et Feu Dr Abdoulaye Sall de CRI 2002 pour leur leadership et apport à ce programme. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré cet après-midi les membres du bureau de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Mali pour faire le bilan de l'opération Ramadan 2024. Il ressort de cette rencontre que les 25 000 tonnes de sucre ont largement couvert les besoins des consommateurs pendant le mois de Ramadan. Reportage Mamari Koné. Le travail bien fait est toujours reconnu, dit-on souvent. C'est donc une rencontre de reconnaissance des efforts consentis par les acteurs impliqués dans l'opération Ramadan 2024 pour sa réussite. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a tout d'abord transmis les salutations et les remerciements du président de la transition à l'ensemble des membres du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour leur esprit patriotique et leur engagement auprès du gouvernement en vue de l'approvisionnement correct du marché pendant le mois de Ramadan. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a instruit au gouvernement de transition de prendre toutes les dispositions pour assurer l'approvisionnement correct et régulier
du marché en denrées de première nécessité pendant le mois de Ramadan. C'était une instruction ferme et depuis le mois de décembre, le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'ensemble des directions rattachées se sont mobilisés pour mettre en place un dispositif d'approvisionnement du marché pendant le mois de Ramadan. Ce dispositif reposait sur 2 piliers. Le premier pilier, c'était d'autoriser un contingent pour l'importation de 50 000 tonnes de sucre. Et le deuxième pilier, c'était du côté du ministère de l'Industrie et du Commerce, suite au lancement de la campagne sucrière de Soukala et de N'Soukala, nous avons décidé de réquisitionner 25 000 tonnes de sucre, de les cantonner et d'assurer l'approvisionnement du marché à partir de ce stock de 25 000 tonnes pour compter du 11 mars 2024, date de démarrage du mois de Ramadan. L'organisation de la distribution a été menée de main de maître, dira le ministre, par la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, avec l'appui du cabinet et du secrétariat général de la Chambre des commerces. Le premier point, c'était d'assurer la disponibilité de l'ensemble des denrées de première nécessité, notamment le sucre, sur l'ensemble de nos marchés, de Bamako et des villes de l'intérieur. Le deuxième paramètre, c'était l'accessibilité. Et là aussi, on peut le dire, ça a été bien géré. Et le troisième paramètre, c'était le prix. Et c'est pourquoi, de commun accord avec Soukala et N'Soukala, avec la Chambre du commerce, la Direction générale du commerce, nous avons arrêté de commercialiser le sac de sucre de 50 kg à 27 500 et le kilo au consommateur à 600 francs le kilo. À la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, on salue cette démarche de reconnaissance du gouvernement. Venir nous voir pour nous féliciter, cela nous a fait chaud au cœur. Nous avons travaillé pour nous-mêmes et pour le pays. Le ministre a eu une belle initiative que nous avons accompagnée. Nous remercions le président de la transition pour son engagement constant pour ce pays. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a également salué l'implication de la presse dans son ensemble dans la mobilisation autour de l'opération Ramadan 2024. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale après la phase régionale. Le comité de pilotage s'attelle désormais à la centralisation des conclusions des régions et des représentations diplomatiques. Une commission restreinte est mise en place pour compiler et faire la synthèse des rapports. Nos reporters Aridou Matina et Tayeb Adjaouyakoyo sont allés voir comment se déroule le travail de la commission de centralisation et de synthèse. Suivons. Au lendemain de la fin de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, l'heure est désormais à la centralisation des différents rapports. Au comité de pilotage, ce travail très important est confié à une commission composée de 56 personnes. Nous sommes enfermés dans un délai. Nous devrons produire l'ensemble des documents pour la phase nationale. La phase nationale, le dialogue doit se dérouler du 6 mai au 10 mai. Et si on reçoit les résultats, nous devrons très rapidement mettre ces documents à la disposition des commissions thématiques qui vont plancher justement sur les documents des régions et des ambassades pour faire les synthèses. Et quand on va faire les synthèses et remettre l'ensemble de ces documents à la Commission nationale de centralisation qui va elle aussi compiler tous les résultats et les transmettre à une commission, à la plénière du comité de pilotage pour que l'ensemble du comité de pilotage puisse plancher sur toutes les recommandations faites et reçues des régions, des ambassades et sur les points de discussion. Le comité va prendre connaissance de tout ça et tout ça doit se faire avant le 30 avril. Outre la synthèse de l'ensemble des rapports issus lors de la phase régionale, d'autres questions d'intérêt national seront également analysées et examinées lors de la phase nationale. C'est un travail très important, minutieux, parce qu'il s'agit
de prendre en charge toutes les préoccupations des Maliens, toutes les questions en dehors des 5 thématiques sont prises en charge par les résultats des concertations. Il y a beaucoup de recommandations qui seront faites, mais à l'intérieur des recommandations, on va faire des actions, on va déterminer les actions prioritaires, les actions à conduire à court terme et à moyen terme. La commission de centralisation et de synthèse, en attendant de rentrer en possession de tous les rapports, est déjà à pied d'œuvre, car elle doit remettre au plus tard le 1er mai l'ensemble des synthèses au président du comité de pilotage qui, à son tour, remettra les documents aux différents délégués qui vont participer à la phase nationale. Oui, les activités du dialogue intermalien phase régionale ont pris fin à Bougouni, à Douanza, Ségou et à Kidal. Les récits de nos reporters Jafar Aïdara, Hawa Adama Koulibaly, Kandé Sila et Sidi El Medi Ag Al-Bakar. Ce dialogue direct intermalien qui vient de prendre fin est une opportunité pour asseoir définitivement la paix au Mali. Cela se traduit par l'engagement et l'importance qu'accordent les participants qui se sont donnés à fond pour traiter les questions liées à cet exercice hautement démocratique. Nous avons remarqué depuis les premiers jours, quand il y a un problème entre nous ici, souvent nous partons à l'étranger pour aller discuter nos problèmes. Le président vient de mettre fin à ça. Cela prouve que maintenant nous avons notre souveraineté. Nous saluons l'initiative. D'après les Bamara, les linges sales se lavent en famille. Si les autorités actuelles ont eu l'initiative de ce dialogue sans l'implication de la communauté internationale, cela est une très bonne chose et dénote que notre souveraineté retrouvée est une réalité. Nous les Nyamakala du Mali rendons grâce à Dieu car on avait perdu nos repères. Grâce aux autorités de la transition, nous avons retrouvé nos marques d'antan. Pour preuve, nous sommes au cœur de ce dialogue intermalien. 5 groupes ont été constitués pour travailler sur les thématiques de ce dialogue, dont les débats ont été parfois houleux et sans réserve. Vous-même, vous voyez, la salle est vraiment pleine du monde. Nous, les maires, avons été considérés du début de cet événement jusqu'à la fin. Nous sommes conscients que le travail abattu par les participants portera fruit lors de la phase nationale. La phase régionale du dialogue intermalien de Bougouni a comblé toutes les attentes car vos propositions de solutions et recommandations aux défis d'ordre sécuritaire et de défense du territoire, géopolitique, paix et réconciliation nationale, réformes politiques et institutionnelles, économie et développement durable font contribuer à pacifier davantage notre pays. Rappelons que les 3 jours de ce dialogue direct intermalien ont permis aux participants de formuler des recommandations pertinentes qui seront soumises à la phase nationale à Bamako. Personne ne souhaite rester en marge de ce rassemblement national autour de l'essentiel, celui de la consolidation de la paix et de la reconstitution du tissu social. Femmes, jeunes et vieux de Douanza, tous ont honoré le rendez-vous qui rallume la fibre patriotique. Nous remercions vraiment de la transition pour avoir initié et organisé ce présent dialogue. Personne n'a ménagé aucun effort pour que les 3 jours de ce dialogue soient une réussite. Et nous espérons aussi que les recommandations qui ont été prises lors de cette assise soient exécutées à court terme. Toujours aux aguets, les délégués du comité de pilotage du dialogue n'ont manqué aucun point des discussions. Nous avons constaté que l'engouement et l'affluence des populations de Douanza a été grand. Nous avons constaté aussi que les populations se sont parlé, elles ont débattu, elles se sont dit tout ce qu'elles ont sur le cœur et elles ont fait des recommandations fortes. Un compte rendu fidèle sera fait aux autorités compétentes en vue d'aider à l'unité nationale pour un avenir radieux. Conférences thématiques et ateliers, le pôle universitaire de Ségou clôt ainsi les 3 jours de travaux du dialogue intermalien, à l'instar des autres régions par plus d'une centaine de propositions ou recommandations. Parmi ces recommandations, on note la création d'institutions fortes, le respect des mandats, la gestion concertée, la lutte contre la corruption et l'impunité ou la rigueur dans la gestion. Nous avons d'abord fait l'analyse et puis nous avons dégagé des solutions et nous avons proposé des actions concrètes à mener avec des acteurs clés. Nos analyses et propositions ont été faites avec à l'esprit
les principes constitutionnels, article 34 de la Constitution du 22 juillet 2023, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Le pôle universitaire de Ségou salue l'initiative du dialogue qui passe forcément par l'implication des enseignants-chercheurs. Par rapport à l'initiative de ce dialogue intermalien, moi je trouve que c'est le bienvenu pour les Maliens et pour tous les enseignants-chercheurs. Parce que c'est des grands domaines vraiment de recherche qu'on peut approfondir afin de pouvoir donner vraiment à notre pays une certaine visibilité, une certaine légibilité dans les actions. Ces contributions ou propositions vont donc enrichir les débats au niveau national du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. La légendaire hospitalité malienne se manifeste à travers ce geste du journal de division Aladji Gamou. En organisant ce dîner gala en l'honneur aux participants du dialogue intermalien venus de l'ensemble des cercles de la région de Kidal, le chef de l'exécutif régional fait sien l'adage Bambara qui dit que lorsqu'on appelle quelqu'un, soit on lui dit quelque chose, soit on lui en donne. Les invités ont exprimé leur satisfaction. Des bénédictions pour une paix durable au Mali ont mis fin à cette cérémonie initiée par le gouverneur de la région de Kidal, le journal de division Aladji Gamou. Vous l'avez compris, à Kidal, c'était plutôt un reportage signé Moriba Keïta. Suivons à présent les recommandations faites par les Maliens de New York et de New Jersey réunis pour le dialogue intermalien et également à l'ambassade du Mali à Abidjan et au consulat de Bouaké. Les commentaires de Aïssata Ibrahim Maïga et de Kassim Diallo. La paix et la réconciliation nationale par le dialogue, sans interférence aucune, afin de tourner définitivement cette page trouble de l'histoire de notre pays. Nos compatriotes de New York et New Jersey ont ainsi fait le tour des thématiques à l'ordre du jour des échanges avant de formuler des recommandations pertinentes. Je remercie également les autorités de nous avoir inclus en tant que diaspora à la prise de décision du Mali. Nous avons eu une grande participation des femmes. Dans une salle, on avait au moins 11 femmes. Vraiment, c'est impressionnant de voir les femmes se mobiliser maintenant pour venir vraiment donner des solutions aux problèmes de leur pays. Au terme du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale à New York, l'ambassadeur représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies a salué la participation quantitative et qualitative des femmes. Le Mali ne peut pas se construire lui-même. Le Mali doit être construit par les Maliens. Et chaque Malien a une voix. Et chaque voix compte. Les regards sont à présent tournés vers Bamako pour la phase nationale du dialogue qui validera les propositions de solutions faites par les Maliens pour un avenir radieux de notre patrie. La diaspora malienne de Côte d'Ivoire a organisé des concertations inclusives et participatives avec les représentants de l'ensemble des organisations de la société civile à Abidjan. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de satisfaction que nous sortons de ce dialogue et nous espérons que les recommandations et suggestions issues de ce dialogue feront l'objet d'une attention particulière de la part des autorités de la table. Même exercice à Bouaké, où les Maliens résidant dans cette localité ont eu l'opportunité de faire des propositions de sortie de crise. Les participants venus de toutes les villes de la Côte d'Ivoire ont formulé des recommandations significatives à l'issue de ces concertations. Ce sont des recommandations qui sont de nature à coudre le tissu social et favoriser le retour de la paix dans les pays. Dans la même veine, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a pris fin dans les représentations diplomatiques et consulaires. Nous allons en Mauritanie, à Kigali, au Congo, à Bata, en Guinée équatoriale, à Lyon, en France, à Washington, au Burkina Faso, au Tchad et en Turquie. C'est un commentaire signé Bemba Sibi.
Clôture du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale en Mauritanie. Ces 3 jours d'échange ont permis aux Maliens établis dans ce pays de faire des recommandations concrètes pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, avec le désir que le Mali retrouve la stabilité et la sécurité pour le bien-être de toute la population. Les rideaux sont également tombés sur les travaux du dialogue intermalien au niveau de la juridiction de Kigali au Rwanda. De fortes recommandations ont sanctionné ces 3 jours de rencontres, au nombre desquels pérenniser ce genre de concertation voudrait dire qu'il faut pérenniser tous les acquis engrangés au cours de ces 3 jours de travaux. Donc ça, c'est l'une des recommandations fortes, parce que nous nous sommes dit que la paix, c'est une œuvre de longue haleine, c'est un état d'esprit, c'est aussi une quête permanente. De créer un comité de suivi des recommandations de ces consultations-là. Les Maliens résidant au Rwanda se sont largement inspirés de l'expérience du pays hôte en matière de paix et de réconciliation. Les Maliens sont venus nombreux de l'intérieur du Congo et de la RDC pour prendre part au dialogue intermalien qui vient de connaître son épilogue, avec une note de satisfaction sur les résultats tangibles issus des travaux et qui reflète l'aspiration profonde des Maliens du Congo pour un Mali plus que jamais apaisé, uni et prospère tel que prôné par nos autorités. Tous les participants n'ont pas ménagé ni leur effort ni leur temps pendant ces 3 jours-là pour en tout cas examiner, faire des commentaires, faire des observations et qui ont été en tout cas reflétées dans le rapport général qui sera transmis à Bamako aux autorités compétentes. Les Maliens de Guinée équatoriale venus de toutes les régions ont pris part aux travaux du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, ce qui dénote de l'engagement de ces derniers. Après que plusieurs tentatives avaient été faites hors du Mali, alors cette fois-ci le colonel Assimi Goïta a demandé une appropriation nationale de ce processus, mais qui soit inclusif. Et les Maliens de Guinée équatoriale ont illustré leur adhésion au processus à travers une grande mobilisation pour apporter leur pierre à la refondation du Mali à travers le dialogue intermalien. Un dialogue voulu par les autorités et attendu par la population pour apporter des solutions endogènes aux problèmes maliens. Et l'exercice a tenu toutes ses promesses à Lyon, en France. Durant ces 3 jours, les débats qui ont été tenus ici à Lyon nous ont démontré à suffisance que les Maliens voulaient se retrouver, que les Maliens voulaient se parler entre eux-mêmes. Et les recommandations fortes issues de ces 3 jours de travaux permettront sans nul doute de proposer des pistes de solutions déjà. À l'instar des Maliens vivant à Lyon, ceux vivant à Washington se sont penchés pendant 3 jours sur les 5 thématiques du dialogue. Il ressort de fortes recommandations qui vont enrichir le débat national. Les travaux en forme hybride à ce dialogue intermalien initié par les plus hautes autorités ont permis à tout un chacun de s'exprimer librement sur les différentes thématiques proposées. Les débats étaient roulés, vifs, et les abcès ont été creusés. Au Burkina Faso, les travaux du dialogue intermalien ont été marqués par une grande mobilisation de nos compatriotes. Les débats ont été très riches et assortis de recommandations pertinentes. Les Maliens de N'Djamena au Tchad ont répondu massivement aux travaux du dialogue intermalien, un échange direct entre Maliens pour trouver des solutions aux problèmes que connaît le Mali. Ils espèrent que les recommandations issues de ces travaux seront prises en compte au niveau national. Enfin, en Turquie, où les Maliens résidant dans ce pays se sont retrouvés pour parler en toute franchise sur les 5 thématiques mises à leur appréciation, ont clôturé leurs travaux du dialogue intermalien sur une note d'espoir. Espoir que les résolutions issues de ces travaux vont apporter des solutions concrètes aux problèmes maliens. Et ce communiqué, avant de poursuivre cette édition, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2024, en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 25 avril 2024 et jour suivant s'il y a lieu. L'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption de procès-verbaux. 2. Délibération sur les projets et propositions de loi. 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international des conférences de Bamako.
Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, son conseiller spécial en charge de la question et sa délégation a inauguré ce matin 2 châteaux d'eau au profit des populations de Farako, Muntugula et Sirakoro Meketana. Boubacar Bablé-Touré. La vie commence par l'eau et elle finit par l'eau. Assimi Goïta, merci. C'est en ces termes que le chef du village de Farako Muntugula a accueilli le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales et sa délégation. Et pour cause, l'inauguration d'un château d'eau gracieusement offert par le président de la transition. Un élan de solidarité qui vient soulager les 10 000 habitants de la commune confrontés à une pénurie cruciale d'eau. Nous n'avons pas de mots pour remercier le président de la transition pour ces gestes combien salutaires. C'est la fin de l'utilisation des eaux troubles et les files d'attente au niveau des points d'eau. Après Muntugula, c'est le quartier Sirakoro Meketana dans la commune de Kalabankoro qui a également bénéficié de cette promesse présidentielle. Tout comme les habitants de Muntugula, ceux de Sirakoro Meketana conjuguent désormais le manque d'eau au passé. Nous avons lancé un appel au président de la transition et il a répondu à notre appel à travers ces châteaux d'eau gracieusement offerts. Si l'eau est source de vie, Assimi nous a donné la vie. Nous disons merci. Le président de la transition veut montrer son patriotisme et son engagement envers le peuple malien à travers les œuvres sociales. On a dit comment les œuvres sociales ont été instituées. On est à une grande opération d'inauguration de forage qui a débuté avec les écoles. On a fait à peu près 10 écoles à Bamako. Aujourd'hui, c'est pour la population. On a fait 2 aujourd'hui et l'opération va continuer, Inch'Allah. C'est pour donner de l'eau potable. On sait que l'eau potable est une denrée rare aujourd'hui. Le président de la transition veut donner de l'eau potable à la population malienne pour que la solidarité malienne soit plus pérenne. Ces 2 châteaux ainsi inaugurés complètent le nombre de réalisations de points d'eau à 320. Occasion pour le chargé des œuvres sociales du président de la transition d'inviter les bénéficiaires à prendre soin des ouvrages. Je le disais en début d'édition, une cinquantaine de professionnels des médias s'approprient le contenu de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est à la faveur d'une rencontre de 3 jours dont les travaux ont démarré ce matin. Les participants vont bénéficier de l'expertise des spécialistes en la matière et seront des relais auprès des communautés. Salimata Dao et Tchédje Kamara. Ils sont journalistes, animateurs, blogueurs, influenceurs et chroniqueurs des réseaux sociaux à être sollicités par le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le département veut partager avec ses hommes et femmes de médias le contenu de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme et de son plan d'action. En retour, il est attendu d'eux la vulgarisation du contenu des documents auprès des communautés. Votre accompagnement au quotidien nous aidera à mieux articuler notre politique nationale, à mieux la faire comprendre et à mieux nous imprégner de ce que nous appelons notre plan d'action au plus grand bénéfice de nos populations. Cette activité de communication autour de la politique malienne de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est soutenue par plusieurs partenaires, dont le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Du partenariat est né un programme de stabilisation du Mali en cours depuis 2020. Cette session est organisée sur appui financier du programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit, PROSMED. Le PROSMED, d'une durée de vie de 5 ans, prévoit de fournir un appui aux populations maliennes afin d'améliorer leur résilience face aux dynamiques de conflit et de leur permettre de vivre dans un environnement sécurisé et respectueux de l'état de droit. Quand on me voit, même on voit un religieux. Quand on voit ma tête, c'est la religion. Oui, j'aime ma religion, c'est vrai. Mais j'ai fait autre chose que ça. Je concours avec mon département, avec l'équipe qui m'accompagne à la stabilité du Mali.
Ces propos du ministre Koné indiquent le travail de fond que le département fait dans l'ombre pour le renforcement de la sécurité et la paix au Mali. Le ministère pilote une synergie d'action avec 16 départements et des partenaires au rang desquels les médias. C'est nous qui sommes en charge d'élaborer toutes les stratégies qu'il faut pour la sécurité du Mali, surtout à travers l'extrémisme violent et le terrorisme. Envoyer les gens dans toutes les régions du Mali et partout dans le monde entier pour voir quels sont les phénomènes qui concourent à l'extrémisme violent et au terrorisme, surtout savoir réellement qu'est-ce qui pousse les gens à aller vers ça. Nous n'avons pas de gâchettes à tirer sur l'ennemi, mais nous avons la stratégie élaborée pour éliminer l'ennemi. Les acteurs médiatiques, vous êtes extrêmement importants dans la vie de la nation. C'est grâce à vous que nous avons cette stabilité aujourd'hui au Mali. On est là pour vous faire comprendre réellement les arcanes de notre ministère. C'est-à-dire les travaux que nous faisons secrètement et que les autres ne sont pas au courant. Pendant 3 jours, les participants apprendront à mieux connaître les termes radicalisme, extrémisme et terrorisme. De cette expérience sortiront des œuvres mieux élaborées pour diffuser les bonnes pratiques et expériences en matière de lutte et de prévention des actes terroristes. Actualité des femmes en opération. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les 22 et 23 avril 2024, grâce à une minutieuse opération de ratissage, les femmes ont sécurisé le secteur de Saraféré. Cette action déterminante à la quiétude des populations situées autour du fleuve de Niafunké a rendu cette zone de nouveau accessible en éliminant toute présence terroriste. Au premier contact, 5 terroristes ont été neutralisés et plusieurs armes récupérées. Par ailleurs, dans sa progression vers Tanga, après une fouille du village de Babi, une patrouille des femmes a été la cible ce 23 avril 2024 de tireurs isolés qui ont aussitôt été mis hors d'état de nuire. À quelques kilomètres dans la même direction, les FAMA ont neutralisé 24 terroristes qui s'étaient regroupés à Kalifaré. Un FAMA blessé a immédiatement été pris en charge. L'état-major général des armées salue la détermination et l'engagement des FAMA et rassure les populations de la poursuite des opérations. En prélude à la journée de l'intégration africaine prévue le 4 mai prochain, l'université ABS African Business School organise une conférence débat sur le thème « Le rôle de la culture dans l'intégration ». Les échanges sur ce thème se tiennent à Bamako. On en sait plus avec Fademba Keita. Nécessité de présenter le patrimoine, l'engagement du Mali en faveur de l'intégration africaine sont entre autres les thématiques en lien avec le thème le rôle de la culture dans l'intégration africaine, présenté successivement près de 5 heures d'horloge par 4 éminents chercheurs et académiciens. Il est très important que la question du patrimoine soit prise en compte quand on parle d'intégration, parce qu'il est difficile d'arriver à une intégration économique, sociale ou autre sans tenir compte de la dimension culturelle qui permet de créer un lien entre les uns et les autres, qui permet la coopération, la collaboration, le dialogue et en quelque sorte le vivre ensemble. La conférence qui prépare la journée de l'intégration africaine est une initiative de l'université ABS African Business School. Pour annoncer cette journée, on a jugé nécessaire de faire cette conférence, c'est-à-dire le rôle de la culture dans le développement durable. Ce serait bien en termes d'intégration africaine qu'on puisse en même temps l'associer au développement durable, que chacun puisse comprendre exactement ce rôle-là et que les communautés s'accaparent, comme on dit, de ce thème-là et puis le jour, c'est-à-dire le 4, manifester cela correctement. Le Mali a toujours exprimé son choix souverain, éclairé pour l'intégration africaine. C'est ce que confirme le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et les diplomates présents. C'est une initiative innovante. C'est l'intégration africaine vue par la jeunesse africaine. C'est cette jeunesse africaine, on attend qu'ils puissent aider vraiment à ce qu'il y ait vraiment une intégration africaine. Dans le contexte de l'intégration africaine, la diversité culturelle est notre plus grande force. Elle nous offre une plateforme pour promouvoir la compréhension mutuelle,
le respect des différences et la solidarité entre nos nations. En célébrant nos différentes cultures, nous renforçons les liens qui nous unissent en tant que continent et nous œuvrons ensemble pour un avenir prospère et partagé. Dans l'élan de la promotion de la culture et de l'excellence, l'université ABS, African Business School, prouve à travers cette initiative qu'elle veut se construire une pédagogie innovante du management fondée sur les valeurs de l'africanité. Les jeunes de la brigade citoyenne ont reçu le jeudi 18 avril 2024 des attestations de participation pour leur engagement dans l'organisation de l'initiative Sungalo Solidarité. C'était aussi l'occasion pour le ministre en charge de la jeunesse qui présidait la cérémonie de remobiliser les brigades pour d'autres missions dans le cadre de la citoyenneté. Reportage d'Aouda Kone. L'opération Sungalo Solidarité, initiée par le président de la transition pour apporter un soutien vital à la population au mois de Ramadan, a été marquée par la participation des jeunes de la brigade citoyenne. Mobilisés par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, ces jeunes étaient sur les 20 sites et ont travaillé en étroite collaboration avec la Commission nationale d'organisation pour organiser la distribution des tickets et faciliter la rupture en communion. La jeunesse doit travailler plus pour sa communauté. La jeunesse doit être beaucoup plus consciente. Mais aujourd'hui, ces jeunes de la brigade citoyenne nous ont montré que ils sont engagés, ils sont même déterminés, ils se sont battus, ils ont servi pendant le mois de Ramadan, ils se sont donné la main pour aider d'autres membres de la communauté. Nous sommes très satisfaits d'eux. Les jeunes de la brigade citoyenne reçus par le ministre en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne pour leur donner des attestations de participation et des pins en guise de reconnaissance. Ils ont fait tout ce travail gratuitement. Et ils se sont investis pour aider à ce que l'initiative que le président de la transition, et d'ailleurs l'initiative qui est une première, à ce que dans nos communautés, les gens se mettent ensemble, coupent le jeûne ensemble. La brigade citoyenne est dans 14 régions du Mali et compte à ce jour 5500 brigadiers. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a rendu hommage à 6 hommes et femmes ayant contribué et aidé le département dans sa mission. La cérémonie organisée pour l'occasion a également servi de cadre à la restitution des travaux de la 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Le compte-rendu de Awa Adama Koulibaly. Fatoumata Siré Diakité, Oumou Diara dit Djeman, Dr Abdoulaye Sall, Sissi Odile Dakuo, Sergent Fatoumata Diakité et Diara Afousatou Tchero. Ces citoyens ont été reconnus comme des hommes et femmes ayant consacré de par leurs actions, leur vie et carrière à la promotion des droits des femmes. À ce titre, ils bénéficient des distinctions symboliques. Des premiers instants du ministère de la promotion de la femme. C'était un bébé, notre bébé. C'est devenu un adolescent, mais qu'il faut continuer à soutenir. Aujourd'hui, ma joie est grande. Ma satisfaction est totale. Et après 20 ans, et plus que ce ministère est toujours là, avec le même nom, avec les mêmes missions. À cette occasion, le département chargé de la promotion de la femme a fait le point de la participation du Mali à la 68e session de la Commission de la condition de la femme, CSW, à New York. Pendant 10 jours, la délégation a fait l'état de lieu du progrès réalisé en ce qui concerne l'extrême pauvreté des femmes maliennes. Nous avons une législation bien fournie qui prévoit cette question, la question de l'autonomisation. Nous avons des institutions qui travaillent à cet effet. Une des institutions est le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, qui d'ailleurs offre beaucoup d'opportunités aux femmes maliennes pour effectivement favoriser les activités génératrices de revenus. Parce que le constat est que plus les femmes exercent ces activités génératrices de revenus, plus nous allons pouvoir lutter contre la pauvreté. Même si des aspects devront être renforcés, les partenaires techniques et financiers ont été conquis par la brillante participation du Mali. Particulièrement saluer et reconnaître la qualité de la contribution du pays, le Mali, à la 68e session de la CSW
qui a été un rendez-vous de partage, un rendez-vous de diagnostic, un rendez-vous aussi de plaidoyer et de lobbying. Plusieurs recommandations ont été notées après la présentation du rapport afin d'améliorer le contenu et mieux préparer la 69e commission de la condition de la femme des Nations Unies qui se tiendra en 2025. Sur un tout autre plan, intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse et l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta, c'est l'intitulé d'un projet de Mali Météo et de ses partenaires. Il vise à prendre des mesures pouvant minimiser les effets des inondations et de la sécheresse sur les populations vivant autour du Sourou à Bandiagara. On en sait davantage avec Abibatou Dit Koyan-Djakité. Le bassin de la Volta est partagé entre 6 pays d'Afrique de l'Ouest que sont le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Il est le 9e plus grand bassin fluvial de l'Afrique subsaharienne. Comme vous savez, les pays de l'autorité du bassin de la Volta ont décidé ensemble de mettre en place l'autorité du bassin de la Volta et de confier la gestion du fleuve la Volta à cette autorité. Et c'est dans le cadre de leur activité qu'ils ont mis en place ce projet qui est intitulé Gestion intégrée des inondations et des sécheresses et de l'arrêt précoce pour le changement climatique dans le bassin de la Volta. Et au Mali, c'est le bassin du Sourou, qui est dans la région de Bayangara actuellement. La durée de ce projet financé par le Fonds d'adaptation, initialement prévu de juin 2019 à juin 2023, a été prolongée jusqu'en juin 2024. Madame la directrice par intérim de Mali Météo dira qu'une action d'atténuation n'est jamais petite, elle a toujours un impact. D'où la tenue de cet atelier de 2 jours sur ce projet pour permettre à toutes les parties prenantes de coordonner leurs actions. Nous sommes dans une ère de changement climatique sans précédent. Et notre rôle en tant qu'entité météorologique nationale, c'est d'élaborer des services, des produits, des informations. Informations qui sont destinées aux différents groupes d'usagers, chacun dans sa spécificité. Et ces informations, ces produits, leur permettent de renforcer leur capacité de résilience. Le climat change, mais actuellement, il change trop vite. La dynamique de riposte contre le réchauffement climatique qui était s'adapter, atténuer et continuer à vivre est en train d'évoluer vers la seule et unique option, atténuer tout de suite ou périr au plus tard demain. Tout à fait, Abibatou Koyan-Djakité. Actualité culturelle, le Festival international des arts et de la culture de Bla, région de Ségou, se tient du 12 au 18 mai 2024. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par Karibou Goba Koulibaly, directeur artistique du festival, Ibrahim Kaoukounate et Aruna Djara. Le Festival international des arts et de la culture de Bla se veut un rendez-vous culturel majeur de la 4e région. Il vient ainsi contribuer au développement socio-économique de la commune de Bla. Nous ne sommes pas là pour faire de l'art pour l'art. Et le festival de Bla ne sera pas un festival de trop. C'est l'expression, je dis bien l'expression artistique et culturelle des populations pour le développement des communautés et à travers, en s'inspirant des valeurs culturelles et civilisationnelles qui sont propres à la commune de Bla et environ. Le côté festif, culturel, nous aurons à exploiter la culture du terroir. Ce festival, premier du genre, est aussi un cadre de rencontres et d'échanges autour du thème l'emploi des jeunes en milieu rural. Dans le domaine de la culture, des arts de la culture, nous avons beaucoup d'opportunités, peut-être qui ne sont pas exploitées et qu'il faille vraiment aller à l'exploitation de ces possibilités. En tout cas, pour ce qui concerne cette localité, ce côté territorial du cercle de Bla, nous avons pensé que ce festival pourrait avoir beaucoup d'impact
sur l'employabilité de la jeunesse, des jeunes des 17 communes du cercle de Bla. Aussi des impacts pour réduire les flux migratoires. Le Festival international des arts et de la culture de Bla, prévu du 12 au 18 mai, met en valeur les talents des jeunes créateurs culturels de la localité. Des conférences débats, des foires et expositions artisanales et des spectacles sont au programme. Le mandat est un acte judiciaire. Nous apprenons régulièrement par voie de presse au judiciaire le mot mandat, même si le sens échappe à bon nombre de citoyens. Il y a plusieurs types de mandats. On peut énumérer les mandats d'amener, d'arrêt, de dépôt, de recherche ou de comparution. Que signifient ces différents mandats? Allons à la découverte de ces actes sans être sous mandat avec Garibou Pérou et Tchedje Kabara. Par le procureur, le juge d'instruction, le juge au siège ou encore par le magistrat, le mandat est une action menée contre une personne physique ou morale qui s'adonne à des comportements non autorisés par les dispositions nationales. D'après l'article 114 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt. Sur le plan pénal, les différents mandats sont des ordres écrits émanant d'un magistrat ou d'une juridiction et auquel la loi attache un effet coercitif. Il y a d'abord le mandat d'amener, il y a le mandat de dépôt, il y a le mandat d'arrêt également. Il y a un autre mandat, ici on appelle ça convocation. Très généralement au Mali on l'appelle convocation, mais c'est le mandat de comparution. Par exemple un mandat d'amener, peut-être c'est à la suite d'une convocation délivrée, émise à une personne qui refuse de comparaître devant le juge d'instruction. Et là, le juge d'instruction est obligé de décerner un mandat d'amener. Cette fois-ci, la personne va comparaître devant lui par la force, contre son gré. Maintenant, il y a le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est un ordre donné par un magistrat instructeur au régisseur, au chef de la maison d'arrêt, de recevoir et de détenir la personne concernée. La personne sera déposée à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat. Après le mandat de dépôt, il y a le mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt est émis dans le cas où la personne est recherchée et restée introuvable. Et ce mandat d'arrêt est émis par le juge d'instruction pour rechercher la personne, la trouver, l'arrêter et l'amener. Et dès que la personne est amenée, elle va comparaître devant le magistrat instructeur et ensuite qui va le déposer, qui va décerner un mandat de dépôt contre elle. Amener, déposer, rechercher et arrêter sont décernés par le magistrat. Il n'y a pas de formule consacrée à l'émission de ce type de mandat. Il est cependant bon pour celui qui a des ennuis judiciaires de porter son attention sur l'objet de la poursuite. Globalement, il n'y a pas assez de différence. Seulement, la différence, c'est l'entête. Mandat d'amener, mandat de dépôt, mandat d'arrêt. C'est l'objet du mandat qui précise ce que les agents d'exécution en devront faire. Vu la complexité de l'appareil judiciaire, Maître Dambélé invite chaque citoyen à chercher à comprendre les principes qui encadrent le métier qu'il exerce. C'est pour éviter de tomber facilement dans les travers de la justice. Quelqu'un qui est mécanicien de voitures, il doit quand même chercher à connaître au moins le minimum des règles qu'un mécanicien de voiture doit faire pour vraiment ne pas être en déphasage avec, ou bien en contradiction avec la loi pénale. J'invite les uns et les autres à faire vraiment preuve de rigueur dans tout ce qu'on fait. Preuve de rigueur dans tout ce qu'on fait. Et de l'autre côté, il y a des cas graves qui méritent vraiment un mandat de dépôt. Ça, il faut le dire. Parce qu'au moins, pour calmer, pour amener la quiétude dans la cité, vraiment, ces mandats-là ont leur raison d'existence.
Le Code de procédure pénale précise que, sauf exception prévue par la loi, l'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures et après 21 heures. Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Merci Garibou Perou. Et ça se passe ici à l'ORTM dans Békené, la nouvelle formule de grain de midi. Sur ORTM 1, c'est tous les derniers mercredis du mois. Pour ce deuxième numéro de ce mercredi 24 avril, c'est la continuité du numéro précédent avec toujours les griots de Kela pour parler de l'histoire des Mandéka et leur origine. Tamsir Diabaté et ses invités vous plongeront dans les méandres du passé, le tout soutenu par des instruments traditionnels tels que le karian, le goni et le balafon. Un rendez-vous à ne donc pas manquer, c'est à partir de 11h sur ORTM 1. Et à suivre, après ce journal, un magazine spécial consacré à la visite en Russie d'une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances, Alocéne Sanou. C'était du 18 au 28 mars dernier. La délégation malienne, je vous rappelle, avait pris part à l'invitation de l'Agence fédérale de l'énergie atomique et du gouvernement de la Fédération de Russie au 13e Forum international de l'énergie atomique Atom Expo. C'était dans la station balnéaire de Sochi, Mali-Russie, des projets pour éclairer l'avenir, un magazine de nos envoyés spéciaux à Moscou et à Sochi, Yaya Konaté et Adama Kamara, à suivre sur ORTM1 et sur nos plateformes digitales. Oumou Berté, connu sous le nom de Dikoré, n'est plus décédé le lundi 22 avril 2024. Les obsèques de cette dame de la culture et de la presse ont eu lieu ce mardi 23 avril 2024. Chez son mari, j'y arrive à Sébenikoro. Ils étaient nombreux, parents, amis et collaborateurs à rendre un dernier hommage à cette grande figure de l'audiovisuel malien. Reportage d'Aouda Kouné. Après la prière mortuaire, Oumou Berté a été accompagnée à sa dernière demeure. Elle repose désormais au cimetière de Lafiaboukou. Arraché à notre affection lundi le 22 avril 2024, feu Oumou Berté, connu sous le nom d'Ikoré, est parti à jamais. Le monde de la culture malienne et de la presse retient d'elle une femme humble. Elle était altruiste, elle était pieuse et surtout respectueuse de l'homme, avec cet élan de solidarité. Les situations les plus difficiles, elle parvenait à les régler avec flair et tact. Elle était bien, elle collaborait bien avec tout le monde et puis elle fut notre chef à la radio rurale. Bon, hormis tout cela, on a joué plusieurs fois sur scène avec Feu Sédou Touré, dans les sketchs de Sédou Touré. Nous avons travaillé ensemble et vraiment je n'ai aucun reproche à lui faire. C'est vraiment triste aujourd'hui pour nous tous. La Kahina, là, que la terre lui soit légère. Administrateur des arts et de la culture, Oumou Berté a intégré la fonction publique en 2004. Elle était d'abord au ministère de la Culture avant de rejoindre la communication en 2012. Accueillie dans la famille ORTM, Feu Oumou Berté fut reporter et présentatrice. Elle était une dame dévouée pour son travail, une dame humble, très respectueuse. Aujourd'hui, l'ORTM perd un cadre. Chaque Malien se rappelle un peu ces séquences à la télé, à travers des films, à travers des pièces de théâtre, à travers des micro-programmes de sensibilisation. Bref, Oumou Berté était une dame qui avait su fédérer deux grands mondes, celui de la communication et celui de la culture. La preuve, les deux ministres de tutelle étaient là.
Nous prions pour le repos de son âme. Notre Dikoré s'en va laissant derrière elle 5 enfants, un mari et ses anciens collaborateurs inconsolables. Et ce communiqué de presse suite au décès de Oumou Berté, appelée Dikoré, artiste, comédienne, talentueuse, imitatrice inimitable. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo, et tout le personnel de son département s'inclinent devant la mémoire de cette grande dame de la culture malienne et présentent leurs condoléances les plus émues à la communauté des artistes et à la famille de l'illustre disparu. Sa disparition est une grande perte pour la culture malienne. Sa vie et l'œuvre qu'elle a accomplie sont une valeur d'exemple qui continuera à inspirer des générations entières. Qu'Allah la tienne dans sa miséricorde infinie et lui accorde un repos paisible au paradis. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.